Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Lorsque nous réfléchissons, comme les circonstances nous y forcent, il nous semble pour le moins étonnant que la maladie ne figure pas à côté de l'amour, de la lutte et de la jalousie parmi les thèmes majeurs de la littérature. Il devrait exister, nous disons-nous, des romans consacrés à la grippe et des épopées à la typhoïde, des odes à la pneumonie et des poèmes lyriques à la rage des dents. Or il n'en est rien. À de rares exceptions près, De Quincey entreprend quelque chose de similaire dans Le Mangeur d'opium et on trouverait bien un tome ou deux sur la maladie, disséminé chez Proust. La littérature s'évertue à répéter qu'elle a pour objet l'esprit. Qui écrit cela ? Une jeune femme qui se voue depuis son enfance à Londres, aux mots, à la littérature. Elle voulait faire entendre les voix intérieures qu'elle recueillait dans ses rêveries, ses conversations, son journal ou ses correspondances dans ce qu'elle écrirait comme roman ou comme essai. Elle commençait à se faire connaître en Angleterre par un roman qu'elle avait d'abord pensé appeler The Ours, Les Heures, et qui sera publié sous le titre de Mrs. Dalloway. Elle s'appelle Virginia Woolf. Elle était née le 25 janvier 1882 à Londres. Elle était la seconde fille de Leslie Stephen et de Julia Prinsep. Elle écrit cela en 1926 pour la revue Forum de son ami, Thomas Stearns Eliot, futur prix Nobel de littérature. Elle n'ignore pas que son épouse, Vivienne Heywood, 1888 à 1947, souffre de troubles psychiques. En octobre 1923, alors qu'elle était en pleine fièvre d'écriture de Mrs. Dalloway, Virginia Woolf écrivait dans son journal « Me voilà maintenant plongée à fond dans la scène de la folie à Regent's Park. Je m'aperçois que je l'écris en adhérant aux faits le plus étroitement possible. » De quels faits parle-t-elle ? De ceux qui, selon son neveu, Quentin Bell, l'avaient mise enfant, en relation avec les troubles bipolaires de son cousin germain, le poète James Keynes, Jem, Stephen, 1859 à 1892. Brillant sportif, fellow au King's College de Cambridge, qui fut interné à l'hôpital de St Andrew, un établissement de santé mentale à l'île de Northampton. Suivi à partir de 1890 par un éminent psychiatre, le Dr George Savage qui soignera Virginia plus tard, il avait réussi à publier l'année suivante The Living Languages, A Defense of the Compulsory Study of Greek at Cambridge. De ceux qu'elle avait attribués au handicap intellectuel de sa demi-sœur, Laura, son aînée de 12 ans. Laura, 1870 à 1945, était la fille unique, née prématurément du mariage de son père, Leslie Stephen, 1832 à 1904, et d'Harriet Marianne Thackeray, 1840 à 1875, dite Minnie, la fille cadette de William Make-Palseo Thackeray, 1811 à 1863. L'épouse de celui-ci, Isabella Guétin-Chawet, 1816 à 1894, fut internée durant 54 ans dans une institution psychiatrique privée. Minnie, que Leslie épousa en 1867, devait mourir d'une crise d'éclampsie lors de sa deuxième grossesse. Laura Stephen, qui savait lire mais non écrire, geste incontrôlé, était considérée comme une attardée. Virginia dira d'elle, la petite fille de Thackeray, jeune fille aux yeux vides d'expression dont l'idiotie congénitale devenait chaque jour plus évidente, qui savait à peine lire, qui jetait des ciseaux dans le feu, qui ne disait rien ou bégayait, et qui pourtant mangeait à la même table que nous. D'abord, confiée aux bons soins d'une gouvernante, elle fut ensuite placée à asile pour idiots et imbéciles d'Earlswood de Red Hill dans le comté de Surrey, puis retirée à la suite d'abus pour rejoindre en 1897 Brookhouse, un établissement de Southgate créé par le médecin conseil qui avait alerté la famille, le docteur Harold Corner. Virginia avait alors 15 ans. Laura, qui souffrait probablement d'autisme, après plusieurs séjours dans des établissements privés, mourut au Priory Hospital de Southgate en 1945. Leslie et Julia la visitèrent jusqu'à la mort de Julia, en 1895. Elle reçut des visites de Stella jusqu'à la mort de celle-ci, en 1897. Sa tante, Annie Thackeray Ritchie, la visita jusqu'à sa mort en 1919. Esther Ritchie, la fille d'Annie, la ramenait occasionnellement à la maison. Puis les visites s'arrêtèrent. Quand Laura mourut en 1945, l'asile ne connaissait aucun parent vivant, bien que Vanessa et Adrian lui aient survécu et aient même hérité du reste de l'héritage laissé par leur père. En 1878,
Leslie Stephen se remariera avec sa voisine du 13 Hyde Park Gate, Julia Jackson, 1846 à 1895. Julia Prinsep, née à Calcutta, capitale des Indes britanniques, était la veuve inconsolable d'un jeune et brillant avocat, Herbert Duckworth, qui décéda brutalement en 1872. Elle portera le deuil pendant 8 ans. 3 enfants étaient nés de ce mariage, George, Gerald et Stella. Les 17 années de vie commune des 2 veufs donneront naissance à 4 enfants, Vanessa, Toby, Virginia et Adrien. Virginia admire sa mère et idolâtre son père qui lui prédit un destin d'écrivain, la fait inscrire, ainsi que sa sœur Vanessa pour suivre des cours de grec, latin, allemand au King's College London Ladies Department de 1897 à 1902, sans passer d'examen et surtout lui ouvre sa bibliothèque. Après avoir renoncé à diriger la rédaction du Cornhill Magazine, Leslie s'était attelée, à la tête de 653 collaborateurs, à rassembler près de 29 000 biographies pour les 26 premiers volumes de son dictionnaire biographique national, une œuvre gigantesque consacrée aux grands hommes qui ruina sa santé et incita sa fille à s'intéresser aux hommes ordinaires. Encline à la mélancolie, selon Vanessa Curtis de la Virginia Woolf Society of Great Britain, sa mère, Julia, organise au 22 Hyde Park Gate, dans le quartier de Kensington à Londres, une maisonnée de 11 personnes âgées de 8 à 60 ans dont sa propre mère hypocondriaque, Maria Jackson, qui exige d'elle des soins constants. Virginia, Ginia, une petite fille enjouée, coquette, très éveillée, nerveuse et craintive, garda de son enfance des souvenirs positifs, d'amusement, de rire, d'émerveillement, l'amour des histoires souvent écrites à plusieurs avec sa sœur et ses frères, mais aussi des souvenirs négatifs, un sentiment de désolation, un sentiment de honte et un sentiment de tristesse désespérée. Lorsqu'elle lisait l'une de ces histoires, elle attendait avec anxiété la réaction de ses parents. Elle était sensible au choc. Maria Jackson mourra à Hyde Park Gate, en avril 1892, un mois après la mort de James Stephen. La maisonnée utilise les services de 7 domestiques et toutes sortes de vieilles femmes et d'hommes éclopés, effectuant de petits travaux avec des râteaux et des seaux, à la journée. Julia d'une beauté classique, austère, ciselée, photographiée par sa tante, Julia Margaret Cameron, peinte par Jacques-Émile Blanche et Edward Burne-Jones, est affectée de troubles de l'alimentation lorsqu'elle est déprimée. Ce n'est cependant que l'une des facettes de sa personnalité. L'été, Leslie va louer pendant 13 ans dans un petit port de pêche des Cornouailles, Saint-Yves, Talent House, un lieu de villégiature enchanteur dominé par le phare de Gaudrevie. Julia transmet à ses enfants un modèle de femme au service de son mari, de sa mère, de ses enfants et des autres, sous forme d'œuvres de charité. Elle publiera des Stories for Children et en 1883, un recueil de ses textes sur les soins à administrer aux malades et aux mourants. Virginia Woolf, qui se souvenait d'une mère très vive, très directe, pratique et amusante, corrigera ce modèle dans l'une de ses œuvres majeures fortement autobiographiques, To the Lighthouse, La promenade au phare, un hymne à travers le personnage de Mrs. Ramsay, à Julia, à la femme et à l'amour maternel. La petite Rose qui choisit les bijoux de sa mère, Nancy l'adolescente, Cam, Lily Briscoe sont aux divers âges de la vie, l'incarnation de Virginia et beaucoup de sa sœur Vanessa. Sa mère lui faisait aussi lire Punch, un magazine qui inspira les histoires comiques qu'elle écrivait à Cockney's Farming Experience. La sœur aînée de Minnie, Annie 1837 à 1919, souffrait de fréquentes dépressions, ce qui ne l'empêcha pas d'être la personne qui suivit régulièrement Laura au décès de sa sœur, de tenir un journal et d'écrire sur le vieux Kensington, Charlotte Brontë, George Sand et Madame de Sévigné. En 1877, elle épousa Richmond Ritchie. Après la mort de Stella, Annie Ritchie fut l'une des meilleures sources de réconfort pour les enfants de Leslie et de Julia. Au décès de son mari, elle publia les œuvres de Thackeray et réédita ses mémoires. Virginia Woolf, qui en avait fait, dans son roman Nuit et jour, une Mrs. Hilbery excentrique que le passé sécurise, voulait lui consacrer un livre sur les excentriques. En avril 1919, The Athenaeum publiera son article The Eccentrics, et le Dial de New York, son essai sur une économiste spécialiste des insectes et des pesticides Miss Eleanor Ormoro en décembre 1924. 20 ans plus tard, c'était un 31 janvier 1939. Elle bascula d'une soirée masquée, lumineuse et agitée où la veille, elle avait abandonné son moi habituel à un antre fluvial hanté par les rats.
En marchant dans Thames Street, elle avait descendu l'escalier qui menait au fleuve. Me suis retrouvée sur les quais de la Tamise, en contrebas des entrepôts jonchés de cailloux, de bouts de ferraille et très glissants. Des bateaux étaient amarrés près du pont. Le sol était extrêmement gras, les murs des entrepôts écaillés, couverts d'herbes, corrodés. Le fleuve devait probablement les recouvrir à marée haute. Elle était basse à ce moment-là. Sur le pont, les gens avaient les yeux braqués sur moi. J'avais du mal à marcher. C'était là un antre fluvial hanté par les rats, peuplé de grosses chaînes, des piliers de bois, de vases verdâtres, de briques rongées et par terre d'un crochet à boutons rejeté par la marée. Pour l'une de ses principales biographes, Hermione Lee, Virginia Woolf était une femme censée atteinte d'une maladie. Elle était souvent malade, mais ce n'était pas une victime. Elle n'était ni faible, ni hystérique, ni illuminée, ni opprimée. Au contraire, c'était une personne d'un courage, d'une intelligence et d'un stoïcisme exceptionnels. Qui tirait le meilleur parti, et avait la plus profonde compréhension possible de son propre mal. Elle subissait périodiquement de grandes angoisses et une douleur physique intense, sans guère s'apitoyer sur son propre sort. Première partie, vivre avec des troubles psychiques. Chapitre 1, 2 Première dépression. La mort brutale et prématurée à 49 ans de sa mère le 5 mai 1895 des complications d'une angine, à un moment où sa fille passait de l'enfance à l'adolescence, fut une catastrophe. Elle se rappelait les derniers mots de sa mère, « Tiens-toi droite, ma petite biquette ». Lorsqu'elle l'embrassa le lendemain de sa mort, elle eut l'impression d'embrasser un morceau de métal froid et vit un homme assis, penché au bord du lit. Elle eut peur et sa demi-sœur, Stella, peur de sa peur. Dans un texte de 54 pages dactylographié, Reminiscence of Julia Stella, Vanessa for Vanessa Bell's Children qu'elle écrivit à Bloomsbury en 1908, pour être adressée à Julian Bell, premier fils de Vanessa, elle transforma sa mère vive et pleine d'allant en fantôme repoussant. Il est vrai que ce printemps-là, elle passa une semaine de vacances à faire de longues promenades à Saint-Dive avec beau-frère Clive Bell, son flirt. Julian avait 2 mois. La famille Stephen se replia dans ce que Virginia appellera plus tard un deuil à l'orientale, dans une maison hantée où pendant 2 années, elle vécut des troubles physiques et mentaux, pouls élevés, sentiments de colère, de terreur, d'excitation qui s'apparentent à une première dépression, une très grande crise, selon l'expression de Linard. Saute d'humeur, nervosité et irritabilité extrême, manque d'intérêt pour la nourriture, alertèrent aussi sa sœur Vanessa. Le docteur David Sutton, médecin de la famille Stephen, prescrivit l'interruption de ses leçons et recommanda d'avoir, chaque journée, au moins 4 heures d'activité de plein air. Elle avait 14 ans. 2 ans plus tard, elle perdit sa demi-sœur, Stella, une pâle jeune fille aux cheveux d'or et aux yeux bleus rêveurs, qui mourra le 19 juillet 1897, 4 mois seulement après son mariage avec John Waller Hills. Comme sa mère, après son travail domestique, Stella accomplissait des devoirs philanthropiques en faveur du logement des pauvres de l'East End. Comme son frère George, Stella s'était engagée pour des réformes sociales aux côtés d'Octavia Hill, 1838 à 1912, une amie de John Ruskin. Les pages de Virginia de cette période montrent qu'elle était toujours en traitement, et qu'elle débordait de questions et d'appréhensions envers le monde des adultes. Elle lisait beaucoup, des auteurs élisabétains, des romans du XIXe siècle et de la littérature classique. Son père estimant sans doute que l'université de Cambridge était impossible pour sa fille, et parce qu'elle avait des problèmes de santé, elle ne put suivre en enseignement scolaire et universitaire. Elle suivit des cours particuliers, notamment à partir de 1900 ceux de l'helléniste Janet Case, 1863 à 1937, qui l'influença fortement. Elle faisait aussi de la reliure. Selon son témoignage, ses 2 demi-frères, George et Gerald, les demi-dieux et tyrans de son enfance se comportèrent de manière incestueuse. Le plus jeune, Gerald, avait exploré ses parties intimes. Son demi-frère aîné, George, avait 27 ans et lui apparaissait comme un être armé de couteaux, qui exprimait ses besoins émotifs et amoureux essentiellement dans le cadre familial. Comme sa sœur, elle fut l'objet de caresses indésirables. Dans l'un des 3 textes qui furent écrits par Virginia Woolf pour être lus à ses amis du Memoir Club de Bloomsbury, vers 1922, elle dit « Minuit était passé depuis longtemps lorsque je me couchais et me mis à lire une page ou 2 de Marius l'Épicurien pour lequel j'avais alors une passion. On allait frapper à la porte.
la lumière s'éteindrait et George se jetterait sur mon lit, me caressant, m'embrassant et m'étreignant tant et plus pour, comme il le dit plus tard au docteur Savage, me consoler de la maladie mortelle de mon père qui se mourrait 3 ou 4 étages plus bas d'un cancer. Dans une lettre à son amie Ethel Smith, du 14 juillet 1936, elle affirma que les étreintes qui se prolongeaient avec son frère incestueux avaient causé des ravages considérables qui se traduisirent à l'adolescence et au début de l'âge adulte par une confusion des sentiments, de la tendresse, de la honte et de la culpabilité. Elle reprocha à George que de toute évidence, elle adorait ses premières dépressions. Jane Donne estime qu'à l'âge adulte, Virginia considérait l'amour sexuel comme dangereux, incontrôlable et potentiellement mortel. Hermione Lee fait comprendre qu'elle ne réduisait pas sa sexualité à la copulation. Elle faisait chambre à part, au détriment d'une sensualité plus globale. Sa sœur et son beau-frère entretinrent la légende de la frigidité de Virginia. Son érotisme prenait la forme d'une effervescence lorsqu'elle parlait ou jouait au petit animal, et de crainte intense vis-à-vis de ses sensations physiques comme du monde extérieur. Elle avait une imagination sensuelle. Après la mort de sa femme, Leslie devint un patriarche tyrannique et dépressif. Il parlait tout haut, se laissait aller à pleurer à table ou à injurier les invités. Depuis 1888, Virginia avait 8 ans, son état mental s'était perturbé. Il avait des états de tremblote, de fortes insomnies et se voyait prescrire des arrêts de travail. Le docteur Seton lui prescrivit de la teinture de quinine ammoniaquée, 30 à 60 gouttes, dans un demi-verre d'eau 3 à 4 fois par jour et lui recommanda un voyage aux Amériques. Son assistant, Sidney Lee, prit le relais à sa retraite. La deuxième dépression survint en mai 1904, 2 mois après le décès de son père. La maison et la famille qui y avaient vécu, rapprochés par hasard comme le furent par tant de morts, tant d'émotions, tant de traditions, dussent durer toujours. Et puis soudain en une nuit toutes deux disparurent. Elle fit alors sa seconde grave dépression, et fut soignée par son amie Violet Dickinson à Burnham Wood à Velvin où elle fit sa première tentative de suicide. Violet Dickinson connaissait la maladie psychique à travers les criminels qu'elle visitait à l'hôpital de Londres. Elle-même souffrait d'appréhension nerveuse, et son frère Ozzy, avocat, était secrétaire du comité de surveillance de la folie et des déficiences mentales du ministère de l'Intérieur. Durant les 5 années qui suivirent la mort de Leslie, elle suivit les efforts littéraires de sa fille et l'accompagna lors du désastreux voyage en Grèce en 1906. Virginia lui dédia son Friendships Gallery. Elle n'était pas totalement rétablie à la fin de l'année, lorsqu'elle, sa sœur et ses 2 frères, Toby et Adrian, déménagèrent de la maison familiale du 22 Hyde Park Gate au sud de Kensington au 46 Gordon Square où les jeudis soirs inaugurèrent ce qui deviendra un groupe d'amis célèbres qui ne cesseront de l'aider, le groupe de Bloomsbury, à qui elle dédiera son roman, Les Vagues. Elle découvrit la correspondance que ses parents échangeaient lorsque Frederick Maitland lui demanda son aide pour écrire la biographie de son ami Leslie Stephen. En 1910, Roger Fry et ses amis du groupe de Bloomsbury montèrent au Grafton Galleries de Londres l'exposition Manet et les post-impressionnistes qui provoqua un scandale. Des critiques repérèrent des signes de démence dans les œuvres exposées. Un médecin spécialiste de santé mentale du Bethlehem Royal Hospital de Londres, Théophile Hyslop, 1865 à 1933, fit une conférence sur ses peintures, œuvres de fou. Le Morning Post publia une chronique, déclarant qu'elle n'intéressait que les étudiants en pathologie et les spécialistes de la normalité. Lors d'un bal post-impressionniste, les sœurs Stephen portèrent des tenues tahitiennes à la Gauguin. Nous arborions des perles et fleurs éclatantes, nous nous étions brunis les bras et les jambes et nous ne portions pas grand-chose sous les draperies. Ce qui provoqua l'ire de leurs adversaires. Par ailleurs, une grande partie du corps médical anglais s'opposait au mouvement des suffragettes dont elles étaient membres, mouvement qui lui apparaissait comme une hystérie militante. Elle accepta une première cure de repos, à la maison de santé de Burleigh, Cambridge Park à Twickenham. La clinique privée pour femmes, spécialisée dans les troubles psychiques, était dirigée par Jean Thomas. Elle y séjourna du 30 juin au 10 août 1910. Elle écrivit à sa sœur, Vanessa, qu'elle s'était fait avoir par la directrice. « Je crois comprendre qu'une grande conspiration se trame derrière mon dos. Heureusement que nous ne sommes pas l'une en face de l'autre ou bien nous nous disputerions jusqu'à minuit.
Et les difformités de Clarissa, dues à des générations de belles alcooliques, me seraient imputées. Elle refuse de me lire ou de me dire ce qu'il y a dans les lettres. Mais je crois comprendre que tu voudrais me voir rester ici. Savage voulait que je garde le lit pratiquement toute la semaine. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que je finirai par me jeter par la fenêtre. La laideur de la maison est sans nom, avec tout ce blanc et ces marbres veinés rouges et verts. Et puis il faut manger et boire et rester enfermé dans le noir. Elle lui décrivait les patientes. La folle du dessus qui risquait de se retrouver en cour d'assises, Miss Somerville qui passait son temps à prier en silence et qui portait 2 crucifix. Miss Bradbury qui avait des instincts homicides. Elle recevait la visite de son beau-frère Clive Bell. Ma résolution est d'être prudente, de ne pas marcher trop longtemps, de ne pas exciter mes émotions et de prendre soin d'éviter des maux de tête. Elle ne put voir Duncan Grant. Elle suivit l'avis du docteur Savage dont l'objectif était, conformément aux procédures de l'époque, de réduire au maximum le stress. Les femmes devaient rester au lit pendant 2 mois au maximum sans aucune activité considérée physiquement ou psychologiquement comme fatigante, telle que la lecture, l'écriture, des promenades trop longues. À la fin de l'année, avec son frère Adrian, elle rechercha une maison dans la campagne du Sussex et s'arrêta dans un petit village, Firle, où elle loua une chaumière qu'elle appela Little Talent House, qui lui rappelait les vacances de son enfance avec ses parents, ses frères et sœurs à Saint-Yves-en-Cornouailles. Elle voulait avoir 2 chambres à soi, l'une à Londres, l'autre à la campagne où tout n'est que silence, pour ne plus charrier ce terrible bruit de chariot dans sa tête. De retour dans la capitale, elle loua une maison plus grande que Fitzroy Square, le 38 Brunswick Square. Leonard Woolf devint son locataire. D'une famille intellectuelle, très bien née sur le chapitre de la lecture, qui trempait sur les bords dans la société à la mode, célibataire à 29 ans, elle se percevait comme une ratée, sans enfant, démente, en plus pas même écrivain. Depuis son retour de Ceylan, un fils de bourgeois juif aisé, 4e d'une famille de 9 enfants, Leonard Woolf 1880-1969, le meilleur ami de ses meilleurs amis de Trinity College de Cambridge, le meilleur ami de son frère Toby, un homme très bien, même si c'est un hébreu sans emploi à l'heure actuelle, lui faisait d'une cour assidue. Il était prêt à renoncer à sa carrière d'administrateur des Indes, pour l'épouser. Dans une lettre à Ethel Smith, elle donne sa version de leur rencontre lorsqu'elle habitait avec son frère Adrian au 38 Brunswick Square. Il me vit, c'est vrai. Il pensa que j'étais un drôle d'oiseau et partit le lendemain pour Ceylan, avec un vague sentiment pour nous deux. Puis j'entendis des histoires sur lui. Que sa main tremblait et qu'il s'était de rage mordu le pouce jusqu'au sang. Puis je me suis installée seule avec un frère, et Nessa s'est mariée. J'étais assez aventureuse pour cette époque. C'est-à-dire que nous étions très libres sexuellement. Mais moi, j'étais toujours poltronne sexuellement, et je ne partais jamais faire de balade en montagne avec des contes comme vous le fîtes, ni ne cueillis toutes les fleurs de la vie dans un bouquet comme vous. Ma terreur de la vie réelle m'a toujours maintenue dans un couvent. Elle commence à souffrir d'angoisse, fait des rêves insensés, et repart le 16 février pour une nouvelle cure de repos, à la maison de santé de Twickenham où elle ne pouvait recevoir les visites de Leonard, ni recevoir ses lettres. Elle ne sortira de cette période de fort trouble psychique qu'en 1915. Hermione Lee souligne ce que la promenade au phare doit à ces années lugubres. Vanessa voyait dans ce roman un document touchant qui la replonge dans tout ce monde souterrain de scènes émouvantes, de colère et de difficulté à mesure que je lis. Comment avons-nous pu en sortir ? Dans la lettre qu'elle adressa d'Acham à Leonard pour lui dire qu'elle acceptait de l'épouser à condition de respecter sa volonté d'indépendance, elle ne cacha pas la situation de sa santé. Et puis je suis terriblement instable. Je passe en un instant du chaud au froid, sans raison, si ce n'est que je suis influencée, je crois, par l'effort physique et la fatigue. Dans le mois précédant leur mariage, Leonard prit conscience que la menace de dépression ou d'une maladie mentale était constante. Si je dois essayer de faire un récit le plus exact possible de notre vie de 1912 à 1941, l'année où elle s'est suicidée, écrira-t-il dans ses mémoires, je dois d'abord essayer d'expliquer la nature de sa maladie. L'observateur attentif que fut Leonard Woolf durant ses 30 ans, ne laissa pas beaucoup de marge d'interprétation aux biographes qui allaient se succéder après la mort de sa femme. Il élimine d'abord un certain nombre de labels,
qu'avaient retenues les médecins consultés, spécialistes du cerveau et des neurologues durant leur vie commune. On parlait alors de névralgie, de neurasthénie, dont les symptômes avaient été étudiés par un spécialiste de l'hystérie et de l'hypnose, Jean-Martin Charcot, 1825 à 1893, et même de rhumatisme, termes flous sous lesquels on pouvait caser toutes sortes de symptômes et de misères. Il connaissait certains symptômes, pas tous, et pouvait prévoir pas toujours ce qui pourrait apaiser la souffrance et ce qui pourrait aussi l'exacerber. Les apparences étaient simples. Si Virginia vivait une vie végétative, mangeait bien, allait se coucher tôt, ne se fatiguait jamais, mentalement et physiquement elle allait bien. Mais si elle se dépensait trop, qu'elle était confrontée à un stress important, physique, mental ou émotionnel, des symptômes apparaissaient, et alors que chez quelqu'un d'autre ils étaient sans conséquence, chez elle c'était l'annonce d'un grand danger. Cela commençait par une migraine dans le bas du crâne, une insomnie, une tendance à délirer. Si elle restait au lit sans bouger dans une pièce obscure, buvait beaucoup de lait et mangeait, les symptômes disparaissaient lentement en 1 semaine ou 10 jours. L'un de ses plus fréquents symptômes était le refus de se nourrir. Dans les pires périodes de l'état dépressif, il fallait pendant des semaines la forcer à s'asseoir en essayant pendant 1 heure et bien plus de lui faire avaler quelques bouchées. Le plus désespérant était qu'en ne mangeant presque rien, elle s'enfonçait dans la maladie alors qu'en reprenant des forces elle aurait pu en partie retrouver un certain équilibre. Tous les médecins, consultés, lui demandaient de se nourrir convenablement. À l'inverse, si elle ne cessait pas tout de suite toute activité et qu'elle négligeait ses signaux d'alerte, continuant à travailler, à marcher, à se rendre à des soirées et à veiller tard, soudain arrivaient les pensées confuses, de plus en plus intenses, et il fallait des semaines entières avant qu'elle revienne à son état normal. 4 fois dans sa vie, ces symptômes l'ont complètement envahie et elle a dépassé la frontière qui sépare l'état normal de la folie. Lynyrd mentionne 4 épisodes graves. Le premier dans son enfance, le deuxième à la mort de sa mère, le troisième en 1914 et le dernier en 1940. Il ne dit rien de la crise de l'enfance et ne retient ni la grave crise de 1904 qui frappa Virginia Stephen à la mort de son père, ni celle de 1910, probablement parce qu'elle ne correspondait pas tout à fait aux symptômes qui définissaient une psychose maniaco-dépressive. Elle passait chaque fois par 2 étapes. Au stade maniaque, elle était très excitée, délirante, n'arrêtant pas de parler de manière de plus en plus incohérente, elle avait des hallucinations et entendait des voix. Par exemple, elle m'a raconté qu'à la 2e attaque, elle entendait dans le jardin des oiseaux parler grec, et elle se montrait violente avec les infirmières. Pendant la période dépressive, ses pensées et ses émotions étaient exactement à l'opposé. Elle était plongée dans une mélancolie et un désespoir profond, parlant à peine, refusant de manger et même de reconnaître qu'elle était malade, répétant sans arrêt que tout ce qui lui arrivait était sa faute. C'est dans ces moments qu'elle cherchait à se tuer. En 1895 en se jetant d'une fenêtre, en 1915 en avalant du Vérona à haute dose et en se noyant dans l'Ouse. Chapitre 2, Psychose maniaco-dépressive et maîtrise de soi. Lynyrd s'était progressivement convaincu que Virginia, sujette à des attaques alternatives d'extrême excitation et de profonde dépression, était atteinte non de neurasthénie, mais de psychose maniaco-dépressive. Au départ, elle était profondément dépressive, suicidaire, et ne pouvait prononcer un seul mot. Ensuite, elle devenait très excitée, parfois aussi euphorique, ne cessant un seul instant de parler. Dans la première période, elle était extrêmement agressive envers les infirmières qui ne pouvaient rien obtenir d'elle, réclamant sans cesse ma présence, et j'étais le seul à pouvoir essayer de lui donner à manger. Puis elle changeait du tout, se montrant très hostile à mon égard, refusant de m'adresser la parole, et même que je pénètre dans sa chambre. Et elle était également violente envers les infirmières, tout en acceptant les soins. Chez Virginia, les présages d'épuisement apparaissaient plus fréquemment que chez les personnes ordinaires. Il lui fallait au moins 1 semaine de repos pour se rétablir lors des épisodes les moins graves. Dans les séquences les plus graves, tout s'exacerbait. Les hallucinations, la volubilité, le délire, n'avaient bien sûr plus rien à voir avec un quelconque désordre de la pensée. Lorsque Virginia était vraiment dépressive, lorsqu'elle basculait dans la folie, l'instabilité émotionnelle, l'absence de discernement l'emportait au-delà de la réalité. La plupart du temps, elle était normale et parlait alors de sa maladie,
reconnaissait qu'elle avait eu des hallucinations et qu'elle avait entendu des voix qui n'existaient pas. Il y avait des souvenirs si précis des moments où elle avait basculé. Il y avait tant d'échos dans sa vie de tous les jours, des cauchemars et des délires d'avant, qu'elle n'était jamais au fond complètement normale. Parmi les symptômes retenus par son mari, il y avait dans les périodes de profonde dépression, le refus de se nourrir, qui s'expliquait selon elle par un étrange sentiment de culpabilité. Elle ne se sentait pas malade, mais s'en voulait d'être amorphe. Ce fut toujours extrêmement difficile de l'inciter à s'alimenter suffisamment. Nous ne nous disputions jamais sauf à propos des repas. Et si la tension montait, même si elle avait l'air à peu près bien, on sentait qu'elle commençait à déraper. On voyait réapparaître son hostilité envers les médecins et les infirmières, si violente, à ces moments-là. Au moment de leur fiançailles, Lynyrd consulta assez tôt le docteur Savage qui le prévint de la vulnérabilité de Virginia. Le samedi 10 août 1912, à Londres à Saint-Pancras, ils s'épousèrent et partirent pour le week-end à Eushimene, puis ils passèrent une semaine à Londres avant de quitter l'Angleterre pour leur voyage de noces sur les routes de l'Europe. À leur retour, ils habitèrent quelques mois près de la cathédrale Saint-Paul. À propos des sœurs, Stephen Lynyrd écrivit « Avec leurs robes blanches et leurs grands chapeaux, une ombrelle à la main, leur beauté vous coupait littéralement le souffle, car en les apercevant soudainement vous vous immobilisiez de surprise et tout. Respiration comprise s'interrompait pour une seconde comme lorsque dans un musée d'art vous tombez brusquement sur un grand Rembrandt ou un Velázquez. Virginia, une très belle femme, se distinguait de sa sœur. Elle avait le flair de dénicher des tenues élégantes et personnelles. Pourtant, il se passait quelque chose d'étrange lorsqu'elle descendait dans la rue. Les gens qui la croisaient réagissaient bizarrement et ils riaient d'elle. Mais à Barcelone, à Stockholm, 9 personnes sur 10 s'arrêteraient pour regarder Virginia. Et pas seulement dans des villes étrangères. Elles s'arrêteraient pour la regarder et se dire « Regarde-la ». À Piccadilly ou dans la rue principale de Lewes, où personne ne se fait jamais remarquer. Et donc, ils ne se contentaient pas de regarder, ils se moquaient. C'était surtout à mon avis, parce qu'il y avait quelque chose de dérangeant en elle dans la manière dont elle marchait. Elle pensait toujours à quelque chose d'autre, se déplaçait lentement, songeant, rêvant. Ce qui faisait ricaner les sorcières et les mégères. Virginia avait horreur qu'on la regarde et d'être photographiée. Au cours d'une conversation, il lui arrivait de décoller par une description fantastique, éblouissante, amusante, lyrique, emportée alors par ce que son mari qualifiait de torrent de créativité et d'imagination. Elle savait transcrire ces modes exceptionnels de pensée, capter les voix qui rôdaient autour d'elle et les déposer sur une feuille après un travail intense. Elle écrivait le matin de 10 à 13 heures, mais y travaillait en fait toute la journée. Elle recommença 5 fois croisière. À chaque fois qu'elle termina un livre, elle fut dans un état d'extrême épuisement et en grand danger de basculer. Lynyrd était persuadée que son génie créateur était en lien avec cette instabilité mentale, et provenait du même endroit du cerveau, en lien avec son intense activité et à la tension suscitée par l'achèvement d'un livre. Elle-même en était persuadée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.